Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG. Je vous suis depuis. Moi aussi j'ai des histoires à vous raconter. Parce que depuis j'écoute des histoires des gens, je pense que j'aurais aussi un peu des idées. Les gens pourraient aussi me donner des idées par rapport à mon histoire. Mon histoire date depuis des années, donc c'est une histoire de génération en génération. Donc, je suis camerounaise. Donc, actuellement, je suis au Cameroun. Donc, ma mère, je peux dire ma grand-mère, elle est revenue à mariage étant enceinte de ma maman. Ma mère était enceinte des jumelles. Ma mère était jumelle. C'est comme ça ma grand-mère, elle a accouché au village. Son mari a reconnu, le grand-père a reconnu des enfants. C'est comme ça nous aussi, ma mère a grandi, elle nous a accouchés. L'histoire ici m'a été racontée par ma mère. Et à son âme, elle est décédée. Mais je pense que ça joue. L'histoire se joue sur nous. Parce que ce que ma mère m'a dit, c'était vrai. DMG, dans mon village, on a un arbre. On a un arbre dans la cour. L'arbre là, ma mère m'a dit la dernière fois, elle me disait que tu as remarqué cet arbre qui est dans la cour là. Ça produit les gros fruits comme ça là. Les fruits là même, on n'a jamais cherché ce qui est à l'intérieur. C'est gros comme le melon. Mais je n'ai jamais vu cet arbre ailleurs. Donc c'est comme ça la maman m'explique que cet arbre là, c'est le grand-père. C'est le père de son père. Donc c'est le grand-père qui est allé chez le marabout pour que le marabout lui donne le remède pour que sa régénération progresse, pour qu'il y ait de l'évolution. Donc c'est comme ça le marabout a trompé le grand-père. Lui il a donné plutôt autre. Tu peux dire le serpent. Puisque cet arbre-là, ça détruit seulement tout le monde. De génération en génération. C'est comme ça. Quand ma mère m'a raconté l'histoire, je dis, mais on a remarqué que toute fois qu'il y a cérémonie au village, l'arbre là, on coupe, on détruit tout. On détruit, on brûle l'endroit. Mais quelques jours plus tard, ça repousse, ça redonne ses fruits. Même si on déracine, on fait quoi? Ça repousse encore, ça redonne des fruits. Donc c'est comme ça, ma mère m'avait expliqué que c'est ça qui est le serpent. C'est ça qui nous détruit. On fait tout. Je ne peux pas dire même que dans mon village, là, les mariages se passent. Il n'y a rien. Hein. Nous sommes comme ça. On voyage même, on part à l'étranger, on revient, on est toujours comme ça. Et une fois, une tante de ma mère, elle était gravement malade. Elle a appelé ma mère. Elle a dit à ma mère que elle aussi, elle est allée quelque part à regarder. Mais elle-même, elle a vu que ce n'était pas bien, que le village n'était pas bien. Elle voyait seulement les tombes partout. Donc, il fallait qu'on aille se soigner. Qu'on aille se faire soigner quelque part, puisque nous tous, on allait nous enterrer là-bas. C'est comme ça, je ne comprends pas. Parce que même ma mère, elle était mariée. Elle devait s'enterrer dans le village de son mari. Mais je ne comprends rien, son corps est retrouvé là-bas. Donc, ça veut dire que nous tous, nous allons partir là-bas. Quand ma mère m'avait raconté l'histoire, j'ai fait un rêve DMG. C'est comme ça, je suis allée au village. Dans le rêve, je suis au village. Maintenant, comme je connais déjà que l'arbre là est dangereux, je commence à esquiver puisque c'est dans notre cour. J'esquive, je commence à passer puisque notre village est regroupé. Les maisons sont regroupées à un endroit, les maisons sont là.
Donc, c'est comment, quand j'arrive au village, je commence à esquiver, je commence à marcher dans la brousse, je mange, j'évite, je mange devant les maisons des autres, j'ai personne, je mange, je mange. Quand j'arrive chez nous, je veux marcher sur la véranda. C'est comme ça, les racines là parlent. J'entends comment il dit que tu ne peux pas t'échapper, je suis partout. J'ai hanté toute la terre. Donc, tous nos côtés, mon village, il dit qu'il est partout là-bas. C'est ça, moi, je ne comprends rien. Je suis là, je ne comprends rien. Nous tous, nous sommes comme ça, les oncles sont comme ça là. Il n'y a pas de situation. Tout le monde est comme ça seulement. On enterre. Quelqu'un meurt seulement, on enterre, on enterre. C'est ça aussi, je voudrais raconter. Je ne comprends rien. Comment lui, il est allé chercher, il cherchait quoi le grand-père? Comme ça là. Ça détruit tout le monde. Donc mon village même me fait peur actuellement. Je n'aime même pas. Donc, pourtant, mon village, c'est un beau village. Mais j'aime pas. J'étais même en train de dire, maintenant, si je pars au village, je veux prendre seulement l'hôtel. Je ne peux même plus. Donc, depuis une histoire là, avant, on prenait à la légère, mais je vois vraiment, c'est sérieux, DMJ. C'est vraiment sérieux. Donc, moi, maintenant, mon village, je fuis. Je ne sais même pas. Je regarde seulement. C'est l'autre jour que j'étais en train de dire que je cache même un secret depuis même. Et en dehors de ça, j'ai beaucoup d'autres histoires que moi-même j'ai vécues. Beaucoup d'histoires DMJ. Voilà la première d'abord. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour la famille DMG. Bonjour à toute la communauté. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé. Voilà, la santé d'abord. Et je vous prie de liker, de partager cet audio. Voilà. Je viens vous raconter une histoire que ma mère m'a racontée il y a très peu de temps. Voilà, donc ça se passe au Gabon. Donc ma mère me dit que c'est une amie à elle qui a vécu, et en même temps ma mère elle a vécu parce qu'elle m'a dit qu'elle elle assistait à la scène et voilà, c'était horrible. Voilà, je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est une dame qui recueille l'enfant, disons qui recueille sa nièce et l'élève comme sa propre fille parce qu'elle ne faisait pas d'enfants. Donc sitôt après, c'est là qu'elle a eu d'autres enfants. Et c'était une fille, hein, et cette fille, elle était métisse. Donc elle a fait une enfant qui était vachement studieuse. Donc du coup, elle est partie ensuite en France. Elle a fait ses études en France, elle a continué ses études et c'est sa tante qui avait payé les études. Hein. Et après avoir fini ses études, vers la fin de ses études, elle rencontre un Gabonais, donc, et ils décident de se mettre ensemble. Donc quand ils se mettent ensemble, ils décident de rentrer à la fin de leur cursus, de rentrer au Gabon, et ils cherchent tous les deux un boulot et puis s'installent. Sauf que quand ils sont rentrés, la maman, la mère biologique de son mari ne l'accepte pas. Donc elle lui fait des histoires et ça se passe pas bien du tout. Par contre, la maman, celle qui a élevé le garçon, ça se passe super bien. Et donc elle se réfugie surtout du côté de la personne qui l'a acceptée. Et donc voilà, donc elle, sa belle-mère, c'est la femme qui a élevé son mari. Sauf que la mère biologique, elle était d'une jalousie, d'une méchanceté pas possible. Donc c'est comme ça qu'ils ont un premier enfant. Et l'enfant grandit. L'enfant a dans les coups de 6 ans. C'est comme ça que le gamin tombe malade. Donc ils font tous les hôpitaux. Ça se passe pas bien. Donc eux, ils arrivent, ils ont quasiment passé la moitié de leur vie en France. Donc les histoires d'aller voir les marabouts, les gangas, surtout les guérisseurs, c'est pas ça, ne leur vient pas en tête. Et ils partent, ils sont concentrés d'amener leur enfant, leur fils à l'hôpital. Et malheureusement, le gamin décède. Donc ce qui se passe, c'est que bon, il y a le deuil, et c'est là que ma mère intervient parce que donc la maman nourricière, celle qui a élevé le garçon, c'est l'une des amies à ma mère.
Donc du coup, elle va assister sa copine qui pleure son petit-fils. Et donc la cérémonie, tout se passe bien. Et maman m'explique que comme c'était un gamin de 6 ans, ils l'ont enterré, ils l'ont enveloppé dans un drap et ils l'ont enterré sans mettre le gamin dans le cercueil. Et donc un jour se passe, le deuxième jour, c'est comme ça que après l'enterrement, la maman elle est enfermée dans la chambre. Tout le monde est dans la maison mortuaire. Comme ça se passe chez nous, tous les gens sont là. Et il y a un chasseur qui vient en courant pour dire voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc le chasseur raconte qu'il revenait de la brousse et il passait par le cimetière. Quand il passe par le cimetière, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y avait un chien qui était en train de manger quelque chose. Donc il s'approche, c'est comme ça que quand il arrive près de la chose, il voit un chien en train de dévorer un enfant. En fait, le chien avait gratté le sol, on ne sait pas. Bon, on peut dire que c'est le mystique parce qu'on ne sait pas comment ce chien avait réussi à sortir le cadavre de l'enfant qui était mort et a commencé à manger le corps de cet enfant. Donc le chasseur dit qu'il n'a pas cherché à comprendre. Sa machette, il a donné un coup de machette sur le cou du chien. Donc, le chien est parti en courant et le chasseur est rentré au village. Donc c'était vraiment un petit village reculé de la ville de Libreville. Ils étaient dans le périphérique de Libreville. C'est comme ça que le chasseur vient ameuter la famille. Et la famille et on ne dit rien à la mère en fait. Donc la famille se rue vers le spectacle. C'était même pas un spectacle, c'était vraiment quelque chose de macabre. Et trouve l'enfant complètement qu'on avait commencé à dévorer. Le chien, on ne sait pas où le chien était passé. Donc du coup, les hommes creusent de nouveau le sol, remettent le cadavre de l'enfant et mettent des plaques de cailloux, des grosses pierres par-dessus. Et donc, quand ils arrivent à la maison, ils entendent la belle-mère qui était en train de gémir dans la chambre, qui n'arrêtait pas de gémir. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, c'est toujours la même chose. La belle-mère ne sortait pas de la chambre. Elle a passé tout son temps dans la chambre. C'est à un moment donné où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même qu'on aille voir ce qui se passe dans sa chambre. Et c'est là que la belle-mère dit, amenez-moi à l'hôpital, je ne suis pas bien. Donc ils partent à l'hôpital, ils ne font pas attention. Arrivé à l'hôpital, c'est là qu'on voit qu'elle a une grosse plaie au niveau du cou, de l'arrière du cou. Une plaie béante qui correspondait au coup de machette que le chasseur avait donné. Et c'est là que les gens ont compris que c'était la belle-mère qui s'était transformée en chien pour dévorer son propre petit-fils. Et là, suite à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maman, elle est morte, cette maman-là. Et la belle-fille l'a su plus tard parce que, dans tout ça, dans son deuil, on ne voulait pas trop l'alarmer, la déranger avec ça. Et du coup, c'est comme ça que tout le monde a su que c'était la belle-mère qui avait tué mystiquement son petit-fils et voulait dévorer sa chair. Voilà, donc c'était une histoire qui m'a été contée par ma mère. Et la morale de l'histoire, c'est de dire que, comme je le dis souvent, que le malheur ne vient pas de loin. S'il y a quelqu'un, tu vas dans un mariage et que tu as une belle-mère qui te déteste, tu as le choix. Soit tu restes, ou vraiment tu t'attends à un combat sans merci. Parce que la personne qui ne veut pas de toi ne voudra pas non plus de tes enfants. Soyez bénis. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, vraiment. Bonsoir DMG, bonsoir toute la famille DMG. Bonsoir, bonjour aussi à ceux qui ont des fuseaux horaires différents et tout, sortis de par le monde, qui suivent cette très très belle initiative. Et mon histoire, c'est une pas très très courte, mais c'est une histoire vraiment qui m'a marqué durant mon enfance. J'avais dans les 11-12 ans que je traîne cette histoire dans mon cœur.
Et je nommerai cette histoire Il s'invite à ses funérailles. Il s'invite à ses funérailles. Ça, c'est une histoire vraiment qui s'est passée, une histoire réelle, des faits réels. Qui s'est passé, je pense, il y a de cela 1995, 1994, 1995. J'étais encore très jeune. Cameroun, surtout, je suis camerounais. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est mon père, meilleur ami de mon père. Je peux dire quoi? Amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble, ils ont passé toute l'enfance ensemble et tout. Donc, ce qui fait en sorte que ils étaient liés vraiment presque par le sang. Parce que quand tu voyais son ami, le tonton, parce que je l'ai connu, puis à son âme aujourd'hui, ça fait des années qu'il est décédé. Quand tu voyais l'ami de mon papa arriver, ce que tu avais vu mon papa, quand tu vois mon papa, ce que tu avais vu son ami, donc c'était vraiment des frères d'âme. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils se partageaient tout. Donc mon papa fréquentait sa famille, il fréquentait la famille de mon papa, il venait toujours, les bonbons, il venait toujours me rendre visite. C'était quelqu'un vraiment très très gentil, un tonton gentil, très 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 gentil. À la base, il était mécanicien et tout et tout. Moi, j'essaierai de taire certains noms et tout ça. Pourquoi? Parce que pour essayer de contrôler et un peu de sécuriser, je peux dire quoi, l'intimité de certaines personnes. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, l'ami de mon papa, il était mécanicien. C'était un très très grand mécanicien. Et il était mécanicien à un niveau très très élevé qui venait même ici en Europe prendre un peu certains matériels qui retournaient au pays pour, je sais pas, pour créer. Il était dans la création, donc il faisait les chemins. Je peux dire quoi, bref, il était dans un niveau très très élevé dans son domaine, quoi. Donc, créer même les maquettes de voitures et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment bien aussi, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe un jour, fatidique. Je me rappelle, tu es venu à la maison, il avait dit à papa, et qu'il devait aller pour un long voyage et qu'il devait rentrer, je sais pas, d'un moment à l'autre. Bon, il devait aller pour un long voyage et tout ça, donc il devait un peu mettre long, qu'il avait beaucoup de choses à faire, lui, il a des temps de s'en aller et tout. Et c'est arrivé que oui, bon, papa, il n'était pas trop frais. Pourquoi? Parce que papa, à l'époque, papa était couturier et tout. Il disait que non, papa lui faisait comprendre que non, comme tu en aller, bon, je pense que c'est mieux qu'on est ensemble pour que je puisse t'accompagner. Pourquoi? Parce que comme je travaille à mon propre compte ici, il n'y a pas de problème, on peut aller ensemble comme ça. Tu finis ce que tu as fait, on retourne. Parce que papa ne voulait pas le lâcher, il voulait toujours. Et le voyage, c'était un long voyage. Il devait peut-être te mettre long là-bas et tout. Bon, c'était toujours, je peux dire quoi, au Cameroun, mais dans la zone du Nord, je pense, oui, côté du Nord là-bas et tout ça, un peu frontalier du Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Donc, il a insisté, il a dit, papa, non, tu peux rester, non. On sera ensemble bientôt. Bon, je finis juste déjà fait parce que c'est une zone, on va juste réparer. C'était juste, je sais pas, dépanner des voitures de grandes personnes, des personnes de valeur. Cette époque-là qui devait aller, il était parmi des personnes qu'on avait sollicité vraiment pour faire le travail et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a convaincu papa. Papa est resté. Il est parti et tout. Donc, 2-3 jours après, bon, papa n'a pas pris de ses nouvelles et tout. Et le 4e jour, papa a dit, ok, bon, parce que papa aussi avait beaucoup de travail, il devait faire la couture. On avait beaucoup de clients qui venaient coudre, ils venaient laisser peut-être, je peux dire quoi, des habits à coudre, des tissus et tout. Papa aussi avait plein de travail à faire. Donc, papa a eu la possibilité vraiment de trouver peut-être 1, 2, 3 minutes. Il allait chez lui, il arrivait à la maison. Et à la maison, il arrive, il trouve que tout le monde était vraiment, je sais pas, tout le monde avait les yeux larmoyants et tout, en train de pleurer et tout ça. Il demande c'est quoi et que non, apparemment, on vient de les annoncer, précisément là qu'on vient de les annoncer, pas autant pour moi, que tonton a eu un accident très grave et qu'il a jusqu'à décider qu'actuellement qu'on parle, son corps est à la morgue. Papa aussi s'est pris affolement, les larmes et tout, il s'est laissé aller et tout, larmes et tout ça. C'était vraiment trop dur pour lui cette période. Bon,
comme papa avait trop cette considération, cet amour envers son ami, frère et tout, qu'est-ce qu'il se dit? Parce qu'au Cameroun, on a une tradition qui dit, bon, voilà, je sais pas si ça se passe dans d'autres pays, comme dans d'autres pays, mais au Cameroun, c'est un truc un peu, je peux dire quoi, c'est un peu, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture camerounaise. Bon, ça dépend des tribus, mais ça fait partie de la culture camerounaise que peut-être si tu arrives à perdre une personne, tu dois d'abord raser la tête et porter peut-être un vêtement pendant, je sais pas, d'autres vont pendant 1 an, d'autres vont 6 mois et tout. Donc, et c'est un peu ça. Papa a dit que non, moi, je me porte garant. Je vais prendre cette couleur, je vais mettre le bleu, je me rase les cheveux pour mon frère, pour mon ami. Et papa a pris cette disposition-là et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Papa est resté, papa allait plus d'1 an, toujours, je peux dire quoi, essayer toujours de faire des messes de requiem et tout pendant ce temps, des prières de requiem et tout pendant ce temps. Et à long terme, jusqu'à 1 an, au bout d'1 an, il a enlevé parce que ça veut dire quoi? Le processus, c'est quoi? Papa avec une série d'habits qui était le bleu. Donc, il ne pouvait, pendant 1 an, il s'habillait rien qu'en bleu. Rien qu'en bleu. Bleu, bleu, bleu. Et le jour qu'il enlève, il dit, le bleu, c'est un jour de fête. Donc, c'est comme on appelle ça plus précisément. Il y a peut-être, parfois, on a un peu, je peux dire quoi, on a un peu, peut-être, je peux dire quoi, casser la tendance, dit peut-être que c'est un funérail. Parce que normalement, le funérail, peut-être, c'est la célébration, vraiment l'enterrement et tout ça. Mais nous, on appelle le funérail au Cameroun comme peut-être, je peux dire, comme un moment festif et tout, pour rendre hommage à la personne, au défunt et tout ça. Faire une fête peut-être avec à manger et tout ça, à boire et tout. Donc, c'est un peu ça. Bon, ce jour, papa, 1 an après, au bout d'1 an, papa, il a changé. Il a enlevé le bleu en question. Et c'était une très, très grande fête. La fête, c'était une très grande funéraille que les gens venaient des 4 coins du pays. Pourquoi? Parce que l'ami de papa, tonton, il était beaucoup aimé. Je vais essayer toujours de taire le nom. La maman était là, sa femme que je connais toujours. Je préfère taire toujours aussi le nom. Tous, ils étaient là et tout ça. Donc, ils sont arrivés. Bon. Le jour fatidique de la fête des funérailles, qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une meilleure amie de papa qui était dans la foule. Parce qu'il y avait la foule. Parce que c'était comme, je peux dire quoi, la maison, elle là. Il y a une maison peut-être en bordure de route. Parce que je vivais avec papa, on était en bordure de la route. En bordure de la route. Et en bordure de la route, devant la maison, c'était des bâches et des bâches et des bâches et des bâches. Il y avait plein de bâches, plus de 6 à 7 bâches. Parce qu'il y avait plein du monde qui était là, qui était venu pour ce jour, parce que c'était un très très grand jour et tout. Et il y a aussi ces photos qui sont là, ces photos dans des cadres et tout, qui étaient un peu dispatchées partout, bon, pour voir un peu, pour un peu démontrer la fête, ce funérail était en train de se faire à l'honneur de tel et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, l'amie de papa, qui est toujours ma tante, ma tata, que je vais pour faire toujours taire le nom, elle était là, dans le noir, elle était en train de chercher, elle faisait le service. C'est parce qu'il y avait un peu tu vois, sous les bâches, vous voyez un peu dans le DMG, pour les bâches, il y a un peu de, je peux dire quoi, il y a peut-être des lumières, parfois, à l'arrière des bâches, c'est un peu sombre et tout ça, tu vois un peu. Donc, maintenant, elle est en train de faire dans le service, de la bois et tout. Elle avait une ombre vraiment tapie. Une personne tapie dans l'ombre. Il avait la silhouette de tonton. Je t'assure que j'ai grandi avec cette histoire. Et comme je te parle, j'ai la chair de poule, vraiment, je t'assure. Donc, il était tapis dans le noir. Tata s'était rapprochée. Il était toujours là. Mais elle n'a pas vu le visage. Mais elle a vu du torse, et tant pour moi, elle a vu du torse juste, puis du coup, jusqu'au niveau des pieds. Et quand elle se retournait, maintenant on l'a appelé pour lui demander un service. Quand elle se retournait maintenant pour aller retrouver la personne, pour rendre service à cette personne, maintenant elle se retourne pour encore aller bien regarder et tout. Il n'était plus là. Et Tata me fait comprendre aujourd'hui, parce que Tata, en courant maintenant, elle a laissé
que toute la fête, la cérémonie se déroule bien dans de bonnes circonstances. Elle ne voulait pas affoler les gens pour dire ce qu'elle a vu et tout et tout. Donc elle est restée tranquille. Peut-être c'est 2 ou 3 jours après qu'elle a appelé papa et dit papa que j'ai vu ton ami. Il était là. Il était là à ses funérailles. Il était là, bien là, je l'ai vu. Et c'est une histoire qui s'est passée. Papa est resté, il a vécu. Papa s'est dit, il a coulé les larmes. Il a dit, mon Dieu, même dans la mort, il est revenu me dire merci. Il est revenu voir le sacrifice et dépenses. Parce que toute la fête, la cérémonie, imagine plus de 200, 300 personnes. Tout, DMG. Cet argent, les dépenses, c'était que ça vient des poches de papa. Parce qu'il avait l'amour pour son ami, pour son frère. Donc, le jour de ses funérailles, il était là. Et Tata l'a vu jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup, seul papa qui a cru à Tata, mais beaucoup de personnes, son entourage, n'arrivent pas à comprendre. Mais papa, il croit à 100% parce qu'il savait ce qui les attachait, les liens qu'ils avaient. Donc, juste pour dire, c'est une petite histoire qui m'a beaucoup fasciné depuis mon enfance, pour dire vraiment que parfois l'amitié ne se délie pas comme ça. L'amitié, quand l'amitié est vraie, l'amitié est solide, on se soutient même quand on est parti, on est de l'autre côté, de l'au-delà. On pense à son frère ami qui est sur la terre des hommes. Donc, moi je dirais, je peux dire que la morale de cette histoire pour moi c'est il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir ses amis, DMG. Parce que des amis, il y a des amis ici sur terre ils vous rendent service, ils sont avec, vous êtes ensemble, vous êtes comme tonton était avec papa. Ils étaient comme des frères. Donc, la complicité qu'il y avait entre eux, il n'y avait pas cette complicité entre les frères de papa, mes oncles. Et papa, il n'y avait pas ça. Jamais ça ne pouvait pas exister. Donc, la morale de cette histoire, qui m'a beaucoup marqué depuis mon enfance, c'est qu'il faut toujours et toujours bien choisir ses amis. Et mettre toujours Dieu dedans, appeler Dieu de te donner vraiment la capacité du choix, de savoir comment. Je sais pas comment je peux dire, bon, de savoir comment faire son choix. Et aujourd'hui, si l'amitié est dégradée, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si avec tout, tu sais pas comment, tu sais pas qui est qui aujourd'hui, avec des cas d'empoisonnement partout de gauche à droite, tu sais pas qui est vraiment ton ami. Tu sais pas qui est vraiment ton ami. Donc, c'est un peu cette petite histoire qui m'a beaucoup vraiment, je peux dire pas qui m'a animé, qui a animé mon enfance, qui est resté ancré à moi, que je me suis dit que non, le fait que tu as mis cette initiative sur pied, je vais partager cette histoire avec toi et avec la famille DMG. Et sur ce, je reviendrai, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'histoires, parce que grand-père m'en a vraiment bien raconté, bien conté. J'ai plein d'histoires, mais je reviendrai, DMG. Et que Dieu vous bénisse, vraiment la famille DMG, que Dieu te bénisse DMG, et que cette histoire soit bénie par le nom, que je vais plus te dire autant pour moi, cette émission soit bénie par le nom puissant de Jésus-Christ. Passe une bonne soirée, et à vous aussi, bye bye. Merci, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Excellente année 2024 à vous. L'histoire que je vais raconter est une histoire que j'ai vécue, que je vis. Vous savez, parfois, d'une manière ou d'une autre, Dieu entre dans la vie de chacun de nous. Même si nous avons le cœur parfois plongé vers la mondanité. Je viens d'une famille à la base animiste. Mon père
dans les années 96 à ma naissance, s'est convertie à l'islam. Ma mère aussi. Et je n'ai vraiment pas eu une enfance facile. L'histoire que je vais vous raconter est l'histoire de quelqu'un qui est entouré d'esprits maléfiques. Parce que quand vous décidez d'appartenir à Christ, vous êtes combattu précisément sur tous les côtés. Comme je vous l'ai dit, je viens d'une famille musulmane qui est à la base animiste. Dans ma famille, aucun oncle ne travaille, aucune tante ne s'est mariée, aucun cousin n'a eu une situation stable, aucune cousine ne s'est mariée, aucune personne, physique soit-elle, n'a prospéré dans ma famille. C'est une famille où il n'y a pas de mariage, une famille où il n'y a pas de richesse matérielle, mais c'est une famille où des gens sont intellectuels et sont très intelligents. Quand vous observez leur manière de réfléchir, vous voyez que c'est des gens qui normalement devaient aller à l'école. Mon grand-père avait plus de 15 enfants qu'il n'a pas scolarisés, alors qu'il avait des millions sous sa natte. Je suis né d'un frère jumeau. Mon frère jumeau à ma naissance est décédé. Et au décès de mon frère jumeau, quelque temps plus tard, j'ai perdu ma mère. Bien après le décès de mon frère jumeau, ma mère a eu des jumelles. Ces jumelles-là sont décédées. Elle a eu encore d'autres jumelles. Des jumelles-là, elles sont décédées. Elle a eu encore un autre enfant, l'enfant est décédé. Et en 2005, le 25 juillet 2005, ma mère est décédée aussi. Quand j'étais très jeune, ma mère a voulu que je quitte la maison familiale pour vivre chez une dame qui m'a hébergé. Et c'est sur cette dame-là que j'ai grandi, que j'ai fait mon cursus scolaire. Et c'est là qu'on m'a inculqué l'excellence. Je suis le seul dans ma famille qui est universitaire, qui a mis les pieds à l'université. Personne dans ma famille n'a mis pied à l'université, n'a eu la licence, ni la maîtrise, encore moins le master. Quand je passais le bac, mon père ne croyait pas que j'allais avoir le bac, malgré que j'étais excellent. J'ai eu le bac avec plus de 263 points en tant que major de promotion de mon centre. Donc je viens d'une famille où il y a des lois spirituelles que je défie en fait par mon aura, par ma personne en fait. J'ai jamais été l'enfant chouchouté. Quand je suis revenu quelque temps après chez mon père qui s'est remarié, je dormais dans le garage du voisin. Bien avant de dormir dans le garage du voisin, je dormais dans la cuisine parce que les sœurs de ma belle-mère dormaient dans la chambre. C'est une 3 pièces. Donc j'avais tout le corps infecté par les insectes. Il fallait que je me réveille très tôt le matin pour aller à l'école, au lycée. Quelque temps après, on a demandé de dormir dans la chambre, elle a refusé, donc on ne savait pas où aller. Il y avait une cabane abandonnée dans la cour. C'était le garage du voisin. C'est là que j'ai passé 10 ans de ma vie, à dormir dans le garage du voisin. Quand il pleuvait, dans ce garage-là, on jetait les ordures. Donc quand il pleut, ils viennent jeter les ordures, ils viennent jeter les... Quand je parle d'ordures, ils viennent jeter
les objets qu'ils n'utilisent plus. Et quand il pleut, la toiture, ça coule en fait. Donc je suis obligé de mettre mes affaires sur le côté afin de ne pas voir mes documents mouillés parce que j'ai été orienté en faculté de droit à cette époque. Je marchais des kilomètres pour aller à l'école, parfois à l'université dans la faim. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi on me haït tant dans ma famille? Parce que dans ma famille, je suis extrêmement détesté. Détesté de par mes oncles, détesté de par mes tantes, dont je ne connais clairement la raison. Vous savez, parfois ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que les gens vous reprochent physiquement. Cherchez à connaître votre identité spirituelle. Quand vous connaissez votre identité spirituelle, vous n'avez plus peur parce que vous savez vos origines célestes. Dans ma famille, personne n'a pu réaliser quelque chose. Je me suis toujours posé la question au fil du temps, quelle était vraiment la réelle cause de tout ce qu'on traversait comme pauvreté, comme calamité. Il fut un jour où j'ai réuni les jeunes de notre famille pour dire, mais pourquoi est-ce que les jeunes ne se marient pas? Pourquoi est-ce que les filles ne font pas tant? Ce jour-là, on m'a traité de rebelle, on m'a dit de laisser ça comme ça. Bon. Alors que moi, depuis tout petit, je veux toujours réussir, j'aime les choses grandes, j'aime la grandeur. Donc, quand j'étais chez mon père, pour pouvoir manger, parfois j'étais sur les chantiers, je dormais sur les chantiers, je travaillais en tant qu'aide maçon pour pouvoir avoir de quoi manger. Alors que mon père, je ne peux pas dire travaillait, mais il se débrouillait à la radio-diffusion télévision ivoirienne. Il gagnait une modique perdième qui lui permettait de subvenir aux besoins de la famille. Après ça, j'étais là et je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Donc, il fut un temps où c'était vraiment très difficile. J'ai décidé de quitter la maison familiale parce que j'avais énormément de blocages. J'ai eu des correspondants qui sont quittés au Canada, qui sont venus en Côte d'Ivoire pour m'aider. Ils sont venus m'oublier, ils sont partis. J'ai même des amis qui consultent pendant que je militais dans un groupement politique que je vais taire le nom, qui m'ont dit, écoute, les gens sont vraiment assis dans ta vie et que la personne qui est assise dans ta vie là, elle est auprès de toi, elle est chez toi à la maison, tu manges avec elle, mais tu ne sais pas que c'est elle. Bien évidemment, j'ai commencé à affleurer l'état d'esprit du comportement de ma belle-mère, qui parfois peut-être battait mettre des courriers, des œufs dans mes habits. Sincèrement, j'ai toujours été un élément martyrisé. Vous allez peut-être penser que je suis en train de me victimiser, mais ce sont des choses que j'ai vécues réellement. Après, mon père a dit, bon, au lieu que tu vives à Niamey, la maison, parce qu'il avait une maison à Niamey qu'il louait avec sa deuxième femme, viens, tu vas vivre chez mon amie, une certaine dame dont je vais taire le nom, à Angré. La dame, j'ai vécu chez elle. Et là encore, son frère, un homosexuel, tard dans la nuit, a voulu me violer. Il a voulu me sodomiser. De là, j'ai fui la maison. J'ai quitté cette maison. Je suis reparti à Niamey. C'était vraiment très difficile de relier à Niamey à l'université ou peut-être Cocody où j'avais mes activités. Donc mon père encore a proposé, bon, va vivre chez monsieur X, je vais taire son nom à Cocody. Et là, chez monsieur X, c'était encore le calvaire que j'ai vécu là-bas. Je n'ai jamais compris pourquoi, quand j'arrivais dans un endroit, j'étais si détesté. Je me suis dit, peut-être que c'est mon orgueil, peut-être que je suis peut-être orgueilleux ou peut-être arrogant. Mais même quand je faisais tout me conformer aux prescriptions,
Je t'ai pas aimé, je suis vraiment pas aimé. Sincèrement. Parfois, tu sais pas pourquoi. Parfois, la femme me disait que toi, tu n'as rien, tu t'habilles. Et la femme même fouillait dans mes habits. Et c'est là qu'elle a découvert vraiment que je présentais le concours de la magistrature. J'ai toujours caché ma vie à mon père, je ne sais pourquoi. Parce que pour moi, à l'époque, en fait, il parlait un peu trop. Alors que je voyais ses frères comme étant des ennemis. Parce que j'ai surpris ses frères, les maisons, un jour en train de dire que mon père sera tué. Et ses enfants vont le suivre, en fait. Donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à me méfier de mon père et de mes oncles. Bizarrement, tous les coups qui ont été préparés contre mon père, aucun d'eux n'a réussi. Je continuais mon petit bonhomme de chemin après la fac. Après avoir obtenu la maîtrise, j'ai commencé à mettre des activités en place, un cabinet de conseil juridique. Mon père a toujours voulu savoir ce que je fais dans la vie. Il a toujours voulu savoir quel genre de diplôme je suis en train d'obtenir. Mais bizarrement, et une voix qui me disait, ne lui révèle pas tes choses. Ne lui révèle pas tes choses. Mais moi, je ne comprenais pas. Pourquoi? Je me disais que je ne devais pas lui révéler mes choses. Non seulement parce qu'il était un peu trop bavard. En 2020, lorsque il a déménagé d'Anyama avec sa deuxième femme pour venir à Faya, j'ai vécu avec eux à Faya. Et là, c'est là que j'ai connu Christ. Donc, voilà, des fois, le soir, je passe mon temps à prier. Quand il n'est pas là, je passe mon temps à jeûner. Un jour, mon père est venu découvrir une Bible dans mes affaires. Il a crié. Je t'ai dit que je ne veux pas voir de Bible chez moi à la maison. Je sais pourquoi je dis je ne veux pas voir de Bible chez moi à la maison. Je sais pourquoi. Je ne veux pas voir de Bible chez moi à la maison. Son visage a changé. Je n'ai pas compris. Et j'ai consulté un pasteur qui m'a dit non, qu'il y a un esprit de serpent dans votre famille. En tout cas, j'ai consulté beaucoup les marabouts. J'ai consulté beaucoup les féticheurs. Aucun d'eux ne m'a donné une réponse concrète. Jusqu'à ce que l'Éternel me révèle certaines choses en cette année 2023. En ces années 2023, début 2024, à l'heure où je vous parle. Donc après, j'ai compris que mon père était un peu bizarre par son comportement. Il me faisait asseoir parfois que les gens qui font les choses, ils disent à leurs parents pour que leurs parents les soutiennent. Toi, tu caches tes choses à ton papa, tu penses que je suis ton sorcier. Il dit non, papa, c'est pas ça. Des fois, j'achète quand c'est la fête de Tabaski de Ramadan, j'achète les présents, j'envoie à mon papa pour sortir de sa bouche, pour lui dire merci, c'est compliqué. Le viol est la dérélation dans le pays, avec le parti au pouvoir. Mais jamais, il n'a voulu dire mon fils, voilà. Pour moi, je n'attends rien de lui, je me cherche. Donc, il a toujours voulu savoir ce que je fais dans ma vie, où je vais, qu'est-ce que je fais comme activité. Et je n'ai pas compris pourquoi le viol a fait ça. En 2021, il m'a aidé à louer un appartement. Je vivais dans un quartier près de la maison. Et j'étais là, j'avais que des blocages, que des cauchemars. Et un jour, une voix m'a dit, il faut que tu quittes ce rayon. Donc j'ai pris la résolution, j'ai commencé à prier. Dieu m'a permis d'avoir l'argent de la caution. Et j'ai décidé de trouver une maison. Mais en 2021, j'ai rencontré une fille dont je vais taire le nom. Une très belle jeune fille. Pendant que ça n'allait pas, c'était un peu compliqué. Parfois, je dormais dans les amphis. Elle est venue vers moi. Et elle a décidé qu'on sorte ensemble. J'étais un peu sceptique parce qu'un jeune qui n'a rien comme moi va sortir avec une fille de cette classe. Mais je n'ai pas compris en fait.
Donc en 2021, on sortait ensemble. Et j'ai une petite soeur qui m'a dit, est-ce que la fille là, tu la connais? Pourquoi c'est maintenant, au moment où tu veux présenter le concours de la magistrature, qu'elle rentre dans ta vie? J'étais là, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, ce qu'elle est en train de raconter n'est pas trop important. Donc, avec mon père, la fille et moi, on était là, on sortait ensemble, on se voyait un peu partout, on couchait ensemble, on faisait un peu tout. Elle était un peu impliquée, elle était un peu plus impliquée dans ma vie. Du côté de mon père, quand j'ai décidé de déménager, je commençais à avoir tous les mêmes problèmes. Un jour, à 3h du matin, mon père a apparu. Quand je dis apparu, parce qu'à 3h du matin, je l'ai vu sonner mon portail. Il est venu chez nous où j'habitais. Je dis, tu vas où? Il dit, non papa, mais je t'ai dit que je vais à San Pedro pour les études. Tu vas à San Pedro, tu es sûr que tu vas à San Pedro pour les études? Parce qu'apparemment, là, tu vas à San Pedro pour les études. Tu vas faire quoi à San Pedro? Lui, il a commencé à me poser toutes sortes de questions. Alors que cette voix me disait, détache-toi d'eux, détache-toi d'eux. Et il a demandé au concierge, pourquoi est-ce que le concierge ne m'a pas empêché de résilier le contrat de bail? Et que je ne dois pas partir quelque part, je dois rester auprès de lui, il doit avoir les yeux sur moi. Je n'ai pas compris sa réaction. Je me suis dit, c'est peut-être un père qui, on va dire, un père qui est un peu un père coq, qui ne veut pas que son enfant vraiment, on va dire, s'éloigne de lui parce qu'il a perdu ses enfants. Il a perdu sa fille aînée, il a perdu ses jumelles, il a perdu un de ses jumeaux, il a perdu sa femme. Donc j'étais là. J'ai eu un appartement dans une commune dont je vais taire le nom. Et j'étais là, je faisais mes activités. Toutes les activités que j'ai mises en place ne faisaient que tomber à l'eau. Des blocages ici, des blocages là-bas. Je n'arrivais pas à comprendre. Le concours même que j'ai passé en 2022, j'ai échoué. En rêve, je suis venu voir. J'ai vu une dame, elle me dit que toi, tu as échoué. En 2023, j'ai vu mon nom sur la liste. Première liste envoyée, j'ai vu mon nom. Sur la deuxième liste, je vois mon nom en deuxième position. Alors que sur la première liste, mon nom était en première position. Je ne comprenais pas DMG. Tous ces signes, qu'est-ce que le Seigneur voulait me révéler? La fille en question avec qui je suis, je me bats, je travaille dur. Mais elle a toujours eu des caractères un peu bizarres. Lorsque j'ai une activité, j'ai une affaire, que je lui dis, ça tombe à l'eau. Lorsque je lui parle de mes projets, je ne vois pas d'engouement, je ne vois pas de soutien. Je ne vois pas, je sens qu'elle dit oui, ça va aller, en tout cas, tu vas t'en sortir. Parfois, elle en parle, mais tu as l'impression que c'est pas la personne elle-même qui s'exprime. Et quand j'ai échoué au concours de la magistrature, j'ai remarqué, c'est pas une joie, mais j'ai remarqué une réaction comme ça, comme si elle s'attendait à ça. Non, ça va aller, vraiment, c'est comme ça ici, que voilà, j'ai vu vraiment un comportement bizarre, jusqu'à ce que je mette des activités en place qui s'écroulent, je me retrouve endetté, poursuivi par des clients de partout. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je t'ai donné ma vie et j'ai tous les problèmes. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand vous êtes en Christ, vous êtes l'ennemi juré du monde. Retenez-le. Quand vous êtes en Christ, que vous êtes l'ennemi juré du monde. Cette fille-là,
je n'ai pas compris vraiment quel était le visage qui se cachait derrière sa personnalité. À chaque fois que je lui dis des choses, mes affaires s'écroulent. À chaque fois que je lui dis mes choses, mes affaires s'écroulent. Jusqu'à ce que, début 2024 dans lequel nous sommes, j'ai décidé de m'investir dans 4 secteurs dont je vais taire le nom, qui sont très prometteurs. Et quand je lui ai dit, elle a eu une réaction vraiment très soudaine. Elle a raccroché au nez. Je lui écris, elle ne répond pas. Je lui écris, elle me dit non, qu'il y a un problème chez elle à la maison, mais un peu des réactions un peu bizarres. Je m'attendais à un encouragement, mais ce ne fut pas le cas. Que non, vraiment, ne me dis pas tes choses, sinon ça risque de se gâter. DMG, je n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que cette fille est une envoyée du monde des ténèbres de ma vie pour me détruire. Quant à mon père, j'étais là, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle aussi que mon père est membre dans une confrérie de sorcellerie. Donc ça veut dire que je suis entouré que d'esprits maléfiques, que de sorciers. La fille en qui j'ai tant aimé, une fille que j'ai tant aimée, qui est en réalité une envoyée du monde des ténèbres contre ma vie. Mais c'est incroyable. Je vous demande de rester vraiment Christ et de vous méfier. Priez, demandez à Dieu de vous révéler les choses cachées. Parce que les personnes qui vous entourent, dont le visage vous observez, ne sont pas forcément les personnes que vous connaissez. Il y a des gens qui viennent dans votre vie, qui viennent en mission dans votre vie, pour la détruire et partir. Elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont en mission. Elles sont utilisées. Vraiment, faites très, 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 très attention. Voilà ce que je découvre sur ma famille. Mon père est dans une confrérie de sorcellerie. Parfois, quand je suis là, je n'ai même pas 5 francs. Il m'envoie de l'argent. Si c'est trop, 5 000 francs. Quand je lui parle de projet, je lui parle de ceci parce que je m'étais dit, non, c'est vraiment mon père, il faut que j'arrête vraiment d'être méfiant avec lui. Mais sincèrement, il n'a jamais eu un état d'esprit positif. Dans la famille, personne n'est marié. Et il m'a dit un jour que ta soeur, pour qu'elle se marie, j'ai été obligé de faire certaines choses. Je ne sais pas quoi. Et je découvre que dans le monde spirituel, eux tous, ils sont riches. Et dans le monde physique, tout le monde est pauvre. Mais je l'ai dit, je le témoigne et je le confesse. Je suis l'exception à la règle, à la loi familiale. Je sais qu'ils vont me combattre. Ils combattent mes projets. J'ai des rendez-vous avec des clients. Ça tombe à l'eau. Je suis au bord des opportunités. Ça tombe à l'eau. Mais je sais que Jésus-Christ de Nazareth va me sauver. Parce qu'en lui, j'ai mis ma confiance. C'était l'histoire que j'avais à vous raconter. Ma famille entière qui est dans un clan de sorcellerie. Et ma petite amie qui est une envoyée du monde des ténèbres pour me détruire. Merci beaucoup DMG pour le canal que tu donnes à tout un chacun d'exprimer son histoire. Bon, merci beaucoup. La fille, elle est extrêmement belle, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'elle est une envoyée du monde des ténèbres dans ma vie. Mon père est mon ennemi juré dans le monde des ténèbres. Parce que, en fait, je viens défier les lois de la famille. Moi, je vais apporter la richesse. Moi, je veux réussir. À travers moi, des gens ont réussi, donc des gens doivent réussir. Donc, il faut qu'on me combatte. Plusieurs fois, on a attenté à ma vie. Et sincèrement, ma petite amie, elle n'a jamais eu elle ne s'est jamais réjouie de la réalisation de mes projets. Sincèrement, ça a toujours été bizarre, sa réaction. Et je ne comprenais pas toujours pourquoi. Priez afin que Dieu vous révèle qui sont les personnes qui sont près de vous. Sincèrement. Merci, TMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour les DMG et les DMGN. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, santé, bonheur et longévité. Alors, je viens de conter une histoire qui n'est pas très longue, une histoire qui s'est passée ici, à Libreville. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était fils spirituel d'un prophète dans une église de la place.
vraiment très loyal, hein, très obéissant. Il avait une petite amie qui l'avait emmené dans l'église. Et donc, après, le papa spirituel lui a demandé de sacrifier sa petite amie s'il voulait grandir spirituellement, s'il voulait avoir un poste à l'église. Ce qu'il n'a pas hésité à faire, il a appelé la copine qu'il voulait la voir. Elle est venue et c'est là où il a tué. Il a tapé quelque chose derrière la tête, à la nuque. Il a tapé un objet contondant à la nuque. Elle est décédée. Et le père spirituel est venu. Le père spirituel lui a dit qu'ils doivent enterrer la jeune fille à l'autel où il prêche. Ce qui va donner plus de pouvoir, ce qui va... En fait, ils auront de l'élévation spirituelle et le fils spirituel aura un poste important. Donc, dans la nuit, ils ont enterré la fille à l'autel de l'église. Et pendant ce temps, 2-3 jours, les parents cherchaient la fille. Et les parents connaissaient le petit ami. Ils l'ont appelé et que on cherche notre fille. Elle a dit qu'elle venait chez toi. Oh non, elle est venue chez moi, mais après elle est rentrée et tout. 1 mois, 2 mois, là on ne voyait pas la fille. Et dans l'église, il y avait une maman qui priait. Donc elle a invité une de ses voisines pour dire viens un peu écouter la parole de Dieu dans mon église. Ils sont arrivés, le pasteur prêchait et tout, il y avait le culte. Et entre-temps, la maman qu'on avait invitée, elle, c'était une personne qui voyait, en fait, qu'il y avait un 3e œil. Parce qu'elle était initiée. Donc, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, elle voyait une jeune fille qui avait une robe rouge qui pleurait à l'autel. Qui lui disait, s'il te plaît, aide-moi, on m'a enterré à l'autel. Aide-moi, mes parents me cherchent, je ne repose pas en paix, s'il te plaît, aide-moi. Elle a voulu négliger ça, insister. Et après, elle est rentrée en transe, elle s'est levée. Elle a commencé à dire, non, il y a une fille qui est enterrée ici à l'hôtel. Il y a une fille qui est enterrée. Le pasteur a voulu embrouiller, non, ce sont les esprits. Elle dit jamais, c'est pas les esprits, il y a une fille qui est enterrée. Elle dit qu'elle ne repose pas en paix. Elle veut qu'on donne son corps à ses parents pour qu'on puisse bien l'enterrer. Elle veut reposer en paix. C'est son copain qui l'a tué en complicité avec le père spirituel. C'est vous qui l'avez tué. Ça a fait tout un tapage. Elle a insisté. Elle est venue, elle a montré l'endroit. Elle a dit la fille est enterrée là. Elle a une robe rouge. Quand on l'a tuée, elle avait une robe rouge. Elle a une robe rouge. Les gens de l'église ont fait un tapage. Après, ils ont dit on va casser pour regarder. Ils ont cassé. Et quand ils ont cassé, effectivement, ils se sont rendus compte que la fille était enterrée. Elle était déjà décomposée. Mais on voyait toujours la robe rouge. Ça a fait un désordre. On a alerté les parents. Ils sont venus. Ils ont brûlé l'église. Ils sont venus, ils ont brûlé l'église. Ils ont arrêté le pasteur et le fils spirituel. Ils ont arrêté. Ils sont jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, ils sont en prison. L'église a fermé, tous les fidèles, ils ont cherché la route. Mais aux dernières nouvelles, il paraît que la fille hante toujours son petit ami et le père spirituel. Des fois, ils dorment, ils voient la fille partout. En fait, ils sont devenus un peu comme des fous. Donc, c'était mon histoire. Que faisons attention des églises où nous allons. Faisons vraiment attention, soyons dans la prière. Voilà une jeune fille pleine d'avenir qui a perdu sa vie pour rien. Donc vraiment, faisons très attention. Merci encore. Bonne année. Que Dieu nous garde, les DMGN et les DMGN. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. C'est la famille qui s'agrandit, s'il vous plaît, agrandissons notre communauté. Parce que ce que DMG fait, ce n'est plus pour lui, mais c'est pour nous tous. Merci et bisous à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir, DMG TV. Je vais raconter mon histoire. Mon histoire, ça commence comme ça. D'ailleurs, en commençant, je suis anglophone, donc si j'ai fait les erreurs par français, donc de m'exprimer, donc il faut que vous compreniez. Et mon histoire, ça commence par comme ça. Quand j'étais petit, j'avais 5 ans, 6 ans, j'ai perdu ma maman.
Mais avant qu'elle morte, elle était vraiment gravement malade. Elle était malade, le genre que elle mourant, donc le genre qu'elle-même, elle voyait les gens qui la poursuivaient. Et elle disait comment les gens la poursuivaient, donc venaient avec les gros gangs en noir, en rouge, donc la poursuivre. Parce que chaque nuit, elle pleurait, elle se réveille, donc elle criait dans son sommeil que les gens la poursuivent, qu'on veut la tuer. Et elle disait aussi que elle voyait son père parmi les gens qui la poursuivaient. Et quand elle était malade, elle était avec sa mère qui était ma grand-mère. Donc ma grand-mère voyait ça, tout ce qu'elle faisait, c'était que elle amenait les gens de son église locale. Donc, puisque quand elle dit local, ça veut dire qu'on était dans un village, vraiment, Iloja, comme ça, là, quelque part là-bas vers Maoto. Donc, à sud-ouest, après Maïtou, ok, le village est juste à côté où on fait le supermont. Donc, on était là, elle amenait juste ces gens de prière pour prier pour ma mère. Malgré que ma mère voyait tout ce qu'elle voyait, elle disait. Donc, elle courait, les gens la poursuivaient avec les bâtons, tout. Et jusqu'à quand ma maman est morte. Quand ma mère est morte la nuit là, dès qu'elle est morte, il y avait le sang qui sortait par ses narines. Et dans ses oreilles, dans ses narines et pas ses oreilles. Quand elle est morte, on l'a enterrée si vite. Après maintenant, il y a un temps, quand on l'avait enterrée, dès qu'on dormait, on attendait comment quelqu'un foute son corps dans le mur. Donc on attendait comme si c'était un bœuf, non? Dès qu'on se lève le matin, on voit le coton sur les fenêtres accroché avec le sang. En fait, le temps là, j'étais encore petit, mais j'étais très éveillée et nous tous, on savait que c'était ma maman qui venait parce que la grand-mère, elle pleurait tout le temps. Elle disait que ouais, tu es déjà morte, il faut nous laisser, voilà. Et après, j'ai commencé à avoir les rêves qu'elle vienne pour venir me chercher parce que elle disait que je devais souffrir. Donc, elle venait avec le valise. Elle me dit comment elle devait souffrir. Mais chaque fois, elle disait à ma grand-mère me disait, ah, tu fais les choses des bébés parce que ta mère est morte. Donc, elle pensait que c'était les caprices, en fait. Jusqu'à j'ai grandi. Donc, jusqu'à peut-être que j'ai eu peut-être dans les 9 ans, 9 ans, 10 ans, avant que j'ai arrêté de la voir dans mes rêves qu'elle venait. Donc, c'était que même quand j'étais petite, c'était que quand elle venait de mourir, dès que je fermais mes yeux, je la voyais. Et en ce temps, étant petit, que j'ai vu comment elle est morte, on est parti l'enterrer. Donc, j'avais peur. J'avais peur de ma mère, même dans le rêve. Donc, je fouillais, je courais. En fait, pour ne pas faire l'histoire longue, c'est comme ça. Donc, quand j'ai vu, c'est là que j'ai arrêté. Mais quand je partais au champ, je suivais les pas. Le genre que quand je marchais, quelqu'un aussi marchait parce que ma grand-mère m'a envoyé au champ aller chercher le bois ou bien le plantain, moi tout seul. Donc, du coup, quand tu marches, tu attends les pas. Quand tu commences à courir, tu attends. C'est comme si les pas aussi te couraient. J'ai grandi jusqu'à certain niveau. Avant que tout ça s'est arrêté. Donc, quand je restais seule, je sentais la présence de ma mère. Et qu'est-ce qui est pertinent, c'est que quand je commence à grandir, même quand j'avais dans les 15 ans, comme ça, je rêvais beaucoup. Je rêvais beaucoup de ma mère. Donc, que je rêve qu'elle est sur un lit, elle me donne les fruits. Et sans toutefois savoir qu'elle est déjà morte. Et des fois que quand je rêve, je vais dans le rêve, je suis consciente que je suis en train de rêver. Et étant là-bas, je sais que c'est un pays de morts. Et après, je commence à chercher ma mère. Je demande si ma mère, on connaît ma mère. On dit qu'on ne trouve pas ma mère. En fait, l'histoire, c'est que ma maman, mon maman était tuée par son père, puisque mon grand-père était son papa était dans les histoires de cons. Donc il a tué ma maman et ma maman ne voulait pas. Elle a beaucoup lutté avant de partir.
Et quand elle est morte, moi-même, elle voulait me prendre parce qu'elle disait que dans les rêves que je vais rester, je vais souffrir, qu'il faut que je la suive. Et moi, en tant qu'enfant, j'avais tellement si peur. Je ne sais pas si l'histoire est tellement si loin parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. En fait, qu'est-ce qui m'a motivé de raconter mon histoire? C'est une dame qui disait qu'elle était métisse, que si sa maman était morte et confiée, c'était un papier pour elle si c'est ça, sa copine, si c'est, oui, quelque chose comme ça. Après, elle a tombé enceinte à l'âge de 15 ans, si c'est 16 ans, que la femme là, elle ne sait pas pourquoi elle a détesté. Non, mais j'ai eu cette histoire. Ma grand-mère m'a tellement ma grand-mère m'a tenue. Donc, c'est qui ma mère est morte dans ses bras. M'a tellement si maltraité. C'est un mystère que je n'ai jamais compris. Elle a même eu plusieurs convocations à l'école. Donc, j'avais une de mes petites tantes qui me dépassait à 3 mois seulement. Donc, elle partait à l'école. L'école qui est un peu plus chère, moi j'étais à l'école primaire, à l'école publique. Donc le que je n'avais même pas la tenue, je n'avais même pas les cahiers. C'était mes camarades qui m'aidaient en fait avec les cahiers qui n'étudiaient, avec la tenue qui sont déjà périmés, on me donne, je partais on me fouettait de venir sans couper les cheveux parce que nous les enfants on coupe nos cheveux et on me fouettait parce qu'il n'est pas, je marchais pieds nus parce que quand je venais à l'école pieds nus on te fouette, on me fouette parce qu'il n'est pas payé le petit et qu'à l'époque c'était à 1500. Donc on me fouettait à toi à raison. C'est là que les professeurs ils étaient en train de bref, ce qui veut dire, donc ils ont remarqué que j'étais toujours donc j'étais bizarre parmi tous les autres enfants. Ils se sont assis, ils se sont renseignés, ils ont constaté que je vivais à ma grand-mère me maltraite et même ils ont vu comment ils ne vont plus me fouetter pour les choses que je n'avais pas. Donc ils essayaient de me laisser le temps de vouloir moi-même chercher comment je vais venir payer parce qu'après quand j'étais classe force, c'est moi-même qui payais ma pension. J'ai parti travailler au champ avec ma copine pour pouvoir avoir les petits agents, les petits jobs, le genre que je partais, on cultivait, on défrisait le champ pour pouvoir avoir un paiement pour venir payer. Mais on me laissait assez de temps suffisant. Donc, son histoire qui dit qu'elle ne sait pas pourquoi la femme l'a détesté beaucoup, pourtant étant. Et quand elle voulait mourir, elle appelait son nom. Mais ma grand-mère aujourd'hui, elle vit encore. Bien sûr que les choses sont maintenant arrangées puisqu'elle a demandé pardon. Mais je ne sais pas pourquoi elle m'a autant détesté. Et chaque fois, je l'avais déjà demandé peut-être 2 fois comme ça, que pourquoi bref, elle me déteste autant. Ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle me déteste juste comme ça là. Donc elle n'a jamais donné la raison. En fait, mon histoire est tellement si longue, j'ai seulement coupé alors pour venir, pour rencontrer. Donc pour expliquer, pour vous rencontrer. Donc si c'est vraiment, si c'est que je dois mettre une mise en jeu pour mieux expliquer, il faut que vous me dites. Mais si c'est bon, vous pouvez partager. Donc JMG TV, je vous remercie. Je remercie tous les abonnés. Partagez, likez et abonnez-vous. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.